Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24, l'émission, vous le savez, qui nous permet d'essayer de décrypter ce qui fait l'actualité, qu'elle soit nationale, qu'elle soit économique. Et aujourd'hui, elle va être internationale. Ça a été le cas pour ces dernières émissions où on a traité des différents développements de la situation à Gaza. C'était la dernière émission d'ailleurs avec Agnès Levallois et qui aurait dit que aujourd'hui on ferait une émission suite à l'attaque par Israël en Iran vendredi dernier qui a donné lieu à une véritable escalade. Il n'y a pas une heure qui passe sans qu'on ait de nouveaux développements et qu'on puisse s'attendre à des choses assez incroyables, que ce soit de la part du gouvernement Netanyahou ou bien de Donald Trump, sans oublier le support inconditionnel européen avec un retournement de situation en termes de dialectique dans les médias, notamment francophones. Ce sont des choses qu'on pourra développer aujourd'hui. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec mes invités, c'est de sortir des commentaires de ce que vous pouvez voir un peu partout, mais essayer, de comprendre les implications que ça peut avoir nécessairement sur le Maroc, ça nous interpelle, bien entendu, essayer de comprendre vers quoi cette escalade peut aller, quels en sont les enjeux, même si les gens ou les experts qui sont pétris de certitudes aujourd'hui, je pense que ces certitudes, elles peuvent voler en éclats d'une seconde à l'autre sur tout ce qui peut être prévisible. Et puis, quel impact ça peut avoir d'un point de vue économique et sur le droit international? Ça, c'est ma dernière question. Est-ce que le droit international existe encore dans ce monde? Parole d'experts, Iran, Israël, c'est tout de suite. Et pour en parler, aujourd'hui avec moi, je reçois deux experts. Un qui est avec moi sur le plateau, Anas Abdoun, qui est analyste géopolitique en risque pétrolier, de l'industrie pétrolière, c'est bien ça? C'est ça, bonjour. Merci Anas, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Merci en tout cas de revenir sur le plateau. Merci Tu étais encore déjà pour venu l'invitation. pour discuter avec notre ami Tsoulabi la dernière fois et ravi de t'avoir encore une fois. Un invité qui est avec moi à distance depuis Rabat et que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas eu. C'est Abdelhafed Oulalou, vice-président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Ça va, c'est Oulalou? Ça va, c'est gentil. Merci pour votre invitation. C'est tout un plaisir de participer à vos débats. Merci beaucoup, c'est Abdelhafed. Alors, on va y aller j'ai fait mon introduction, on va y aller sans transition parce qu'il y a beaucoup de choses à essayer d'expliquer de manière, je compte sur votre côté synthétique et sur votre expertise pour qu'on puisse comprendre les choses. Alors, attaque d'Israël vendredi dernier, alors que, on va dire que le vent était en train de changer dans les opinions européennes, même dans les opinions américaines. Je m'amuse et je m'inflige, je pense comme vous, de regarder des émissions francophones, émissions anglophones sur différentes plateformes, des médias alternatifs, pour voir que le vent était en train de changer dans l'opinion vis-à-vis d'Israël. Et vas-y, qu'arrive vendredi cette attaque qui est légitimée, entre guillemets, par Israël, par le fait qu'il y avait un risque imminent nucléaire sur la base d'un rapport de l'AIEA. Et aujourd'hui, eh ben, les choses changent. Un bloc total est fait par les pays européens derrière Israël. États-Unis, n'en parlons pas. Euh, et je vais poser une question, c'est la dernière question que j'ai posée dans mon introduction. Est-ce qu'on peut encore parler, Anas, de droit international? Ensuite, je donnerai la parole à Siwolel. Alors effectivement, le droit international existe, mais il est à géométrie variable maintenant plus que jamais. Il y a une forme de contradiction fondamentale dans le rappel du droit international lorsqu'il s'agit naturellement de l'Ukraine qui a été agressée par la Russie. Et là, forcément, on voit l'ensemble des puissances occidentales, celle du G7, globalement celle de l'OCDE, c'est-à-dire le Japon aussi. G7 qui n'est plus le G8. Précisément, G8 moins 1. ce pourquoi nous sommes Moins là Poutine, aujourd'hui. ouais. Et donc, on voit effectivement qu'il y avait tout ce développement, cette narrative du droit international qui saute complètement lorsqu'il s'agit des alliés en fait, occidentaux, donc que ce soit les Occidentaux eux-mêmes, d'ailleurs, dans le dérive droit national, c'était les États-Unis dans la guerre en Irak, par exemple. Et puis là, c'est dans le cas d'Israël, ce qui est d'autant en fait un paradoxe fondamental, c'est que le droit international est aussi un vecteur d'influence des puissances occidentales. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments d'influence et de maîtrise des questions internationales ou
de la projection de puissance. Vous avez ce qu'on appelle le hard power, c'est-à-dire la puissance militaire, la projection de force brute. C'est celle qui joue en ce moment. C'est celle qui joue en ce moment. Et qui prévaut. Et puis, vous avez aussi la question du droit international, des relations internationales, qui ont été pensées à l'époque où les Occidentaux avaient une influence majoritaire dans les institutions internationales. Ce sont les fondateurs, en fait, de la Charte des Nations Unies, etc. Or, à partir du moment où vous décrédibilisez vous-même les questions internationales, au moment même où il y a un rééquilibrage en termes, le hard power, maintenant, n'est plus en Occident. Tout doucement, il glisse vers l'Asie du Sud-Est, vers la Chine, vers la Russie, vers le Sud global. Ils sapent, en fait, leur propre fondement d'influence et leur propre fondement de puissance géopolitique à l'avenir. Siroulalou, est-ce qu'on peut encore parler de droit international? Est-ce qu'on doit encore enseigner le droit international dans les universités, ou alors il faut des droits occidental international, le droit israélien international, le droit ailleurs international? Je fais un peu d'ironie, mais c'est une insulte à l'intelligence quotidienne auquel on fait face aujourd'hui. Est-ce que ça a encore lieu d'être appelé le droit international? C'est après? Ben, écoutez, on est vraiment dérangé dans les universités marocaines pour enseigner, comme auparavant, le droit international humanitaire surtout, après ce qui s'est passé à Gaza depuis le 7 octobre de l'année dernière, et que vraiment, c'est très difficile d'accepter le nouveau contexte au niveau international. Puisque rappelons-le que ce droit international qui a été le fruit de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale en 1945 et le poids des 5 membres du Conseil de sécurité qui ont le droit de veto et qui malheureusement a été utilisé plusieurs fois par les États-Unis pour des questions relatives au Moyen-Orient et surtout à la question palestinienne. Et c'est très difficile de croire qu'il y a toujours un droit international comme on le voyait avant, après Gaza. Est-ce qu'il faut penser à autre chose? Est-ce qu'il faut revoir les organisations internationales qui dépendent des Nations Unies? Est-ce qu'il faut reprendre encore une fois la Charte des Nations Unies? L'article 7, le rôle du Conseil de sécurité, surtout à travers ce qui s'est passé à Gaza, mais aussi au niveau de la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale que j'avais visitée l'été dernier. J'étais à La Haye et j'avais visité les 2 cours pour voir exactement ce qui s'est passé après l'initiative de l'Afrique du Sud et ce qui s'est passé aussi après les sanctions prévues par la Cour pénale contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Galance. Alors, je vais juste, pour rebondir sur le droit international, il y a bien sûr toutes les résolutions qui n'ont jamais été respectées par Israël concernant Gaza. Là, si on revenait dans le contexte qui est aujourd'hui l'attaque israélienne sur l'Iran, ça donne lieu, alors c'est venu après le prétexte du rapport de l'AIEA, qui je rappelle est l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est une agence qui finalement fait des rapports, transmet ses recommandations et ses rapports aux Nations Unies, qui au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent prendre les décisions de sanctions économiques, d'embargo en termes d'armes ou même d'actions militaires. Là, sur le coup, ce rapport de l'AIEA, c'est Netanyahou qui l'a pris comme s'il avait un rapport sur son bureau. Il a décidé d'attaquer. Donc c'est en violation. Je parle de droit là. Donc on n'est pas sur les guerres préventives telles qu'elles sont, parce que la notion de guerre préventive est prévue par le droit international. Alors, sans rentrer effectivement sur les péripéties militaires, peut-être que nous aurions l'occasion d'y revenir. Effectivement, il y a une forme de spécificité du droit international et du droit à l'énergie atomique sur le cas iranien. Et ça, il faut absolument le souligner. Que dit le droit international? Et notamment des pays qui sont signataires du traité de non-prolifération, comme l'Iran. L'ensemble de ces pays qui ne sont pas donc dotés de l'arme nucléaire s'engagent à ne pas se doter de l'arme nucléaire, puis en échange ont le droit à un programme nucléaire civil complet. Un programme nucléaire civil complet, cela veut dire précisément que vous avez la capacité
d'enrichir de l'uranium jusqu'au seuil de 80%, qui est à peu près le seuil militaire. Et puis vous pouvez éventuellement passer les 80% si on estime que ce n'est pas un programme militaire. C'est le cas du Japon, par exemple, qui a un nucléaire enrichi à 90% et qui n'a pas de problème. Ça, c'est ce que dit le droit international. Or, dans le cas de l'Iran, il y a eu une exception du droit international, c'est-à-dire que le monde entier a le droit de faire de l'enrichissement de l'uranium à moins de 80%, sauf l'Iran qui connaissait ses premières sanctions à hauteur d'enrichissement à 15-20% de l'uranium. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième élément, il y a eu un accord, le fameux JCPOA, qui avait été contracté entre la République islamique d'Iran et l'administration Obama, suivi par l'ensemble des pays de l'Union européenne. Que dit ce rapport? Il bloquait le seuil d'enrichissement à 20%, ce qui est déjà une exception au droit international, en échange de la levée des sanctions. Les Iraniens, malgré que ce soit une exception unique au monde au droit international, s'engagent dans cet accord, ce qui d'une part prémunissait finalement la possibilité de l'Iran d'avoir accès à l'arme nucléaire, et d'autre part, si vous voulez, montrer les engagements de la République islamique. Il faut savoir que entre 2015 et 2018, l'Iran est le pays qui reçoit le plus d'inspections des agents de l'AIEA au monde, plus d'une soixantaine d'exceptions, et tous les rapports de l'AIEA disent l'Iran joue parfaitement le jeu. Vient ensuite Donald Trump, se retire de l'accord, et donc dans le dernier round de l'accord qu'on avait avec la dernière proposition de Donald Trump avant que les choses s'enveniment, c'est nous voulons que l'Iran non seulement n'aille pas simplement en dessous des seuils de 20% d'enrichissement d'uranium, mais renonce à carrément tout programme nucléaire. C'est-à-dire que l'ensemble des pays de la planète ont le droit à un programme nucléaire civil, même ici d'ailleurs au Maroc, on s'engage sur un programme, mais l'Iran n'y a pas le droit parce que les États-Unis l'ont décrété. Et ensuite on est rentré effectivement dans la rhétorique israélienne de nous étions à un seuil de quelques semaines ou de quelques mois. Je tiens simplement à rappeler, je terminerai par là pour ne pas être long, la première fois que les experts israéliens, ou que les officiels israéliens ont dit que l'Iran était un seuil proche de l'arme nucléaire, c'était 1984 dans un article au New York Times. Donc voilà. Je suis remonté à 95 et on a fait une timeline. En tout cas, vous pouvez regarder la timeline, elle est extraordinaire. Donc c'est dire la crédibilité. Netanyahou depuis 1995 qui dit absolument oui, la même chose. Ça on l'a vu. Nous sommes demain, ils peuvent fabriquer la bombe, etc. C'était un jeu de CNN. Siwala Alou. Alors, j'aimerais qu'on fasse preuve d'objectivité parce que j'entends beaucoup de choses. Le régime iranien n'est pas l'ami du Maroc, ça on le sait, ils soutiennent le Polisario, c'est pas chiite, sunnite, on ne va pas revenir là-dessus. Soyons objectifs en mettant ça de côté et en se disant, est-ce que le TNP, donc le traité de non-prolifération des armes atomiques, c'est un traité où des puissances nucléaires ne veulent pas que d'autres et la bombe. Il y a un cynisme déjà dans ce traité qui est quand même déjà à la base assez. Est-ce que ça peut continuer comme ça, dans ce cynisme des règles occidentales qui sont données finalement à tous les autres pays du monde? C'est Oulalou. Écoutez, les grandes puissances sont très attachées à ce club des membres qui détiennent l'arme nucléaire. Bien sûr, il y a eu après l'Inde et le Pakistan. On avait même parlé de l'Afrique du Sud, sans preuve, bien sûr. Tout le monde sait que Israël possède des têtes nucléaires, une centaine. On avait même parlé de l'arme nucléaire chez Kadhafi. Donc, vous voyez un peu, pas mal de pays souhaitaient entrer dans ce club. Niet, pas question, puisque c'est une question de sécurité au niveau international et de rapport de force. Et on n'a pas le droit d'y adhérer sans qu'il y ait l'accord des 5 membres du Conseil de sécurité. Et Dieu sait que les États-Unis sont toujours opposés à toute arme nucléaire au Moyen-Orient, puisqu'il s'agit d'une situation géostratégique pour les États-Unis comme pour la Russie, la Chine, la Turquie, Israël, l'Iran, et l'Arabie saoudite, n'oublions pas. Donc, ce qui fait que l'Agence internationale de l'énergie nucléaire à Vienne avait entretenu des relations, disons, pacifistes avec l'Iran, mais dès le départ, Netanyahou était opposé à offrir à l'Iran la possibilité d'avoir le nucléaire. Et il avait même dit que cet accord qui a été signé le 14 juillet 2015 et a été retiré par Trump le 8 mai 2018 posait problème pour la Syrie en tant que
menace pour sa sécurité. Et Dieu sait que tous les pays européens, plus bien sûr les États-Unis, le Canada et l'Australie, défendent énergiquement le droit à la défense pour Israël. À chaque fois que Israël est critiqué ou même menacé, on rappelle ce droit pour la sécurité de se défendre pour Israël, et ça a été même utilisé pour Gaza. Juste sur ce point-là, moi j'ai été interpellé par la déclaration du chancelier allemand, voilà, qui est vent debout derrière Netanyahou Israël, et qui dit aussi en substance, je n'ai pas la citation exacte, mais qui dit en gros que l'Europe, qui fait le sale boulot pour nous, et que l'Europe est menacée par des frappes iraniennes. Il y a un moment donné, est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux? Franchement, est-ce que sincèrement, est-ce qu'on n'a pas l'impression de se refaire le film de la guerre en Irak où on a fait miroiter des menaces apocalyptiques pour la région et même plus loin pour attaquer l'Iran? Oui, c'est le même film, mais alors de beaucoup moins de mauvaise qualité, parce que encore avec l'Irak, il y avait un certain nombre. Oui, non, mais on a eu Netanyahou avec le schéma de la bombe. Oui, il y avait un argumentaire, il y avait un débat sur le fait que l'Irak a été détentrice ou pas d'armes de destruction massive. Je veux dire, là, on est franchement dans du fantasme politique. J'ai pas d'autre mot. Genre, lorsque vous entendez Benyamin Netanyahou de dire non seulement l'Iran allait avoir la bombe dans quelques semaines ou dans quelques mois qui sont intervenus, un petit peu comme dans un film pour tout arrêter, mais qu'une fois qu'ils avaient eu la bombe, leur projet c'était de la remettre aux mains des Houthis pour ensuite aller bombarder Israël. Je veux dire, quand on connaît l'histoire de l'Iran et quand on connaît l'histoire même des dirigeants de la République islamique d'Iran, parce que je sais qu'il y a une vision occidentale de c'est les grands démons, ils font preuve d'une implacable rationalité politique sur les questions d'affaires internationales, d'affaires étrangères, pour le coup beaucoup plus mesurée et rationnelle que le gouvernement actuel israélien qui est détenteur de l'arme atomique. Et donc on est en ce moment, on a plus... Les faits sont tellement implacables. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, la directrice du renseignement des États-Unis, comme l'ensemble des directeurs de renseignement, des services de renseignement occidentaux, disent que l'Iran ne voulait pas l'arme, n'était pas du tout sur le seuil d'avoir l'arme. Elle était sur un seuil de 80%, elle aurait été dans 4 ou 5 ans. Et du coup, on n'était pas du tout dans l'urgence. Alors 80%, il faut juste encore une 80%, fois préciser, c'est le seuil. Le taux d'enrichissement de l'uranium. Après, il y a toutes les technologies. Il ne suffit pas d'enrichir de l'uranium pour ensuite produire. En tout cas, c'est beaucoup plus facile une fois que vous l'avez enrichi. La partie la plus complexe, vous l'avez faite. C'est complexe, et puis il faut le vecteur. Oui, et puis il faut la volonté politique aussi, donc ce qui n'était pas garanti, je veux dire. Et donc tous ces éléments-là, on a l'impression que les faits sont tellement implacables qu'on a un certain nombre de dirigeants qui ne s'entêtent plus à vouloir argumenter à travers les faits. Et donc on a des déclarations comme Netanyahou qui disent non mais le but c'était vraiment d'anéantir Israël. Qui peut bien croire cela? On a effectivement les déclarations du chancelier allemand qui détermine que oui, le but c'était d'attaquer l'Europe, comme si en fait le but de l'Iran c'était d'anéantir le monde entier. C'est une rhétorique qu'on ne connaissait même pas au pic de la guerre froide, lorsqu'on avait effectivement inhumanisé l'Union soviétique. On n'entend même plus pour la Corée du Nord, quoi. Non, exactement. Oui, exactement. Alors que s'il y a des pays qui ont fait l'objet de rapports de l'AIEA, il y a eu la Corée du Nord, il y avait eu la Syrie, il y avait eu déjà l'Iran. En fait, le problème, c'est pas tant est-ce que vous allez chercher à obtenir l'arme nucléaire ou pas, c'est le positionnement de votre politique étrangère. L'Iran commence son programme nucléaire, pour le coup c'était un programme nucléaire militaire, c'était sous le Shah d'Iran, il était soutenu par les États-Unis et par la France. Comme lorsque Saddam Hussein, lorsqu'il combattait ou lorsqu'il était un allié objectif dans la région des États-Unis et des Européens, avait les réacteurs aux Irak, etc. On savait ce qu'il voulait faire avec ces réacteurs, ça ne posait pas de problème. Lorsque votre positionnement de politique étrangère n'est pas perçu pro-occidental, à ce moment-là on revient sur les menaces d'armes nucléaires et de destruction. Il y a un point également dans la manière avec laquelle tout ça s'est déroulé. Le round de négociation était en cours. Oui, bien sûr. Et il y avait une rencontre qui était prévue. Il devait y avoir une rencontre dimanche, soit 2 jours après les premières frappes israéliennes. Et dans les frappes israéliennes, il y a le négociateur en chef iranien qui a été visé, qui a été touché. Alors, on n'a pas encore l'information exacte s'il est mort ou s'il est seulement blessé. Donc il y a tout ça, c'est... Je sais pas, sans être expert ni quoi que ce soit, on a l'impression encore une fois de faire face à un mauvais film. Oui, en fait, le but en réalité d'Israël, non seulement c'était d'empêcher ces négociations, elle avait fait déjà un gros lobbying à l'époque du JCPOA lorsqu'il y avait un accord, et donc le but c'était d'empêcher les négociations, d'empêcher à ce qu'il y ait
un retour aux négociations et puis surtout de détruire la structure de l'État et de la société iranienne. Le but, ce n'est pas la question du nucléaire. D'ailleurs, un certain nombre d'experts américains qui a été étayé par des experts de l'AIEA disaient au bas mot, ils ont retardé le programme de quelques mois. Je veux dire, on n'est pas du tout dans voire de quelques années. Même pas une année. Pour l'instant, on parle vraiment de quelques mois. Donc, ce n'est pas significatif. Par contre, le fait de frapper des postes de police, le fait de frapper des unités de commandement, le fait de frapper la télévision d'État, on est dans une opération de déstabilisation des structures de l'État, parce qu'en fait, le but qu'il y a derrière, c'est un renversement du régime plus que la question nucléaire. Sewael Alou, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, est-ce qu'on a dépassé, on est passé dans une autre ère, quand on entend, et de manière tout à fait décomplexée, Netanyahou et Trump aussi qui est derrière, on sait où est le guide suprême iranien et on peut le tuer. Est-ce qu'aujourd'hui, alors en regardant mes cours d'histoire et en allant chercher, je ne me rappelle même pas au cours de la Seconde Guerre mondiale d'avoir des chefs d'État qui publiquement disaient sans aucune réaction de la part des médias, ça me rend... Alors vraiment, j'ai quand même quelque chose, qu'on projetait l'assassinat d'un chef d'État et qu'il n'y a aucune réaction. Est-ce que ça aussi, est-ce qu'on a dépassé totalement quelque chose? C'est Sewael Alou. Tout ça, c'est A plus B pour accepter un tel rapport de force dans la région. Trump se permet de tout dire, de tout décider, et déjà, avant qu'on commence cette émission, d'après les dernières informations, que Trump hésite encore à prendre une décision définitive pour frapper les sites nucléaires qui sont à 200 mètres de profondeur, étant donné que les États-Unis ont seuls les moyens d'y parvenir pour en finir avec cette éventuelle bombe atomique de l'Iran cachée sous des montagnes et des roches difficilement attaquables. Que, bien sûr, les États-Unis sont connus par des opérations de telle sorte. N'oublions pas ce qui s'est passé pour Kadhafi, qui a été liquidé par l'OTAN, la France, la Grande-Bretagne. N'oublions pas ce qui s'est passé pour Saddam. N'oublions pas ce qui s'est passé pour Mohamed Mossadegh en 1953, quand il était Premier ministre en Iran et qui avait nationalisé la société mixte iranienne-britannique, la BP, et qui avait aussi entamé la réforme agraire et qu'il était bien sûr mal vu par l'Occident, par les États-Unis. Il a été liquidé par la CIA. Et le MI6 et le MI6 britannique, hein, la CIA et le MI6. Hein. Mais non, la question que j'ai posée, c'est vraiment sur ce point-là, parce que moi, ça me choque. Est-ce que je suis le seul à être choqué par ça? J'ai l'impression que de dire, ok, bon, on est dans une situation de guerre, avec toute l'horreur que ça représente pour les populations civiles qui sont les premières à en souffrir, mais encore une fois, au fait de la Seconde Guerre mondiale, je ne me rappelle pas d'avoir Churchill qui dise on va essayer d'assassiner, même d'assassiner Hitler ou d'assassiner voilà. Est-ce qu'il y a un moment donné, est-ce qu'on va revenir à une situation diplomatique normale, ou bien l'ère Trump a fait voler en éclats toute la diplomatie conventionnelle? Je ne crois pas que ce soit l'ère Trump. Je veux dire, on avait déjà dépassé un certain nombre de seuils du droit international et de l'éthique de base déjà sous l'administration Biden. Le vrai problème, c'est que, en fait, on est surpris, on n'est pas surpris. On est surpris parce que planification d'un assassinat de chef d'État souverain, je veux dire, effectivement, c'est du jamais vu. Publiquement. Publiquement. Non, mais je veux dire de manière. Par les services secrets, non, mais je veux dire, on s'entend. Mais en même temps, je veux dire, lorsqu'on voit effectivement la manière dont les Israéliens conduisent la guerre, si tant est que l'on puisse appeler ça une guerre depuis le 7 octobre 2023, je veux dire, c'est un pays qui est quand même accusé de génocide, et là pour le coup tous les experts sont d'accord, l'accusation va tomber, c'est pour ça d'ailleurs on n'en parle plus depuis vendredi. Mais justement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait un repositionnement d'un certain nombre de pays occidentaux qui ne voulaient pas être du mauvais côté de l'histoire, donc ils voulaient faire un repositionnement de dernière minute, parce que là, tous les experts sérieux savent que l'accumulation des dossiers fait que
l'accusation de génocide de manière officielle juridique risque de tomber. Donc vous avez l'accusation de génocide, vous avez une accélération de la colonisation en Cisjordanie. Donc si on chasse les gens de chez eux, on les installe. Ça, on n'en parle plus. La destruction effectivement du sud Liban. Vous avez l'annexion en Syrie. Je veux dire, qu'est-ce que vient faire la Syrie là-dedans? Ça n'a rien à voir avec le 7 octobre. On annexe la Syrie. Et puis maintenant, on est dans une régionalisation folle du conflit de la part des Israéliens. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas le sentiment que Benyamin Netanyahou est un objectif précis, si ce n'est de rester au pouvoir en envenimant davantage la situation de toute la région, notamment d'ailleurs des alliés qui ont normalisé à travers les accords d'Abraham. Je veux dire, les premiers impactés en cas de régionalisation du conflit, notamment avec les États-Unis, et la fermeture éventuellement du détroit d'Ormuz, les premiers impactés, c'est Bahreïn et les Émirats arabes unis, les premiers signataires des accords d'Abraham. Et donc là, on voit effectivement un Benyamin Netanyahou qui envenime toute la situation. Et on a la seule puissance, qui est les États-Unis, qui se retrouve dans l'incapacité de raisonner en fait les Israéliens, parce que l'autre bataille qui se joue, et je terminerai par là, en plus de celle des États-Unis et de l'Iran, c'est celle qui se joue à Washington entre deux droites. La droite MAGA, plutôt isolationniste, American First, et la droite qui est beaucoup plus importante dans le camp et dans l'administration de Trump, et la droite évangéliste, plutôt interventionniste, qui est moins importante dans l'administration, mais qui était plus importante dans les fonds de campagne. Alors, j'aimerais finir cette émission en parlant de l'impact que ça peut avoir, parce qu'on va essayer de voir, on va porter chez nous au Maroc, quel impact ça peut avoir avec notre diplomatie qui est, on va dire, exemplaire d'équilibrisme, parce qu'on est obligé de garder des équilibres qui sont extrêmement compliqués à soutenir. Quel impact ça peut avoir chez nous à court terme, à moyen terme? Les impacts, c'est sur le Moyen-Orient d'abord, sur tout ce qui est situation économique, politique dans les pays du Moyen-Orient, à commencer par les pays du Golfe. Et bien sûr, l'impact, c'est sur le prix du pétrole, qui déjà, il y a quelques jours, a grimpé de 20%. Et on s'attend à un prix de $200 le baril, ou de 75 actuellement. Donc, ce qui fait que nous allons certainement être impactés, nous sommes déjà impactés de ce qui s'est passé en Ukraine et de Gaza et des difficultés qu'a connues la situation en mer Rouge pour tout ce qui est commerce international. Mais on se rappelle aussi du fameux blocus pétrolier de 73, après la guerre d'octobre 73 qui a été décidée par l'Arabie saoudite. Il faut bien aussi rappeler que si le golfe d'Hermouz sera fermé par l'Iran, ça va être vraiment un impact sur toute l'économie mondiale, étant donné que c'est par ce golfe que traverse 20% du commerce international, mais aussi de tout ce qui est pétrole et gaz, et que la Chine attire son pétrole, 45% de ses besoins sont importés de l'Iran et des autres pays du Golfe, sans oublier bien sûr l'Union européenne. Donc ce qui fait que l'impact sur tous les pays sera très important, et aussi pour le Maroc, puisque nous sommes quand même, et nous avons connu tout un débat sur l'inflation structurelle ou inflation importée, et certainement ça sera une difficulté supplémentaire pour l'équilibre macroéconomique au Maroc, pour le pouvoir d'achat des Marocains, pour le prix du pétrole, tout ce qui est sur le plan économique. C'est sur le plan économique, je pense, Anas, d'un point de vue pétrole, tu es assez d'accord sur ce qui vient d'être dit avec eux ou... Oui, parce qu'en fait... Après, j'aimerais avoir l'impact politique, parce que nous, on est entre les États-Unis, Israël, l'Europe, la Chine, tout ça. Comment on peut se positionner ? Sur l'impact économique, très rapidement, effectivement, le détroit d'Ormuz, c'est à peu près 80% des exportations de la région. Ouais. C'est 30% de la demande de commerce mondial. Et en cas de fermeture du détroit d'Ormuz, il faut bien comprendre que les Iraniens ont la capacité technique et militaire de le faire sans aucun problème. Les seuls qui pourront un petit peu bypasser cette fermeture, ce serait l'Arabie saoudite, qui a des terminaux d'exportation en mer Rouge,
Encore faudrait-il que les Houthis ne bloquent pas ces exportations. Ouais. Sinon, les premiers impactés, donc le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar. Donc, ce n'est pas simplement du pétrole brut, c'est des produits raffinés et c'est effectivement le gaz naturel liquéfié qu'envoie le Qatar. Tout cela, si c'est bloqué, vous avez effectivement un minimum, un prix du baril qui monte à 140, 150 $. Mais je veux dire, le risque, c'est qu'effectivement, s'il y a une si d'aventure les États-Unis rentrent en conflit et que la base de la 5e flotte est à Bahreïn, et la doctrine des gardiens de la Révolution est très claire. Je vise non seulement les bases militaires américaines, peu importe où elles sont dans la région, mais je vise aussi les pays qui accueillent ces bases militaires. Donc là, comme le régime semble jouer sa survie, il ne fera plus de distinction dans des alliances, surtout celles qui sont récentes. Et donc le vrai problème, c'est qu'on risque de rentrer dans un schéma type guerre Iran-Irak où chaque pétrolier est visé, chaque intérêt pétrolier est visé. Et là, effectivement, vous avez un baril qui dépasse les 200 $. Dans le cas du Maroc, concrètement, un baril à 100 $, 150 ou même plus, c'est toutes les dynamiques d'investissement que l'on voit maintenant jusqu'à 2030 tombent à l'eau parce que finalement, vous êtes dans une situation de récession directe parce que nous sommes un pays importateur net pétrolier. Sur le plan politique, deux choses très rapidement. Déjà, effectivement, on avait une diplomatie qui avait de plus en plus de mal à assumer cet équilibrisme qui en réalité n'est plus tenable objectivement par rapport à son positionnement à Israël et par rapport à ses engagements vis-à-vis des Palestiniens qui étaient totalement antithétiques. Maintenant, sur la question de l'affrontement beaucoup plus global, en réalité, il faut avoir parfois l'humilité, la proportion des choses. C'est que le Maroc ne compte pas du tout dans ces affaires internationales parce qu'économiquement, politiquement et géostratégiquement, nous ne sommes pas du tout dans le niveau de ce qui se tourne en ce moment. Donc, finalement, la position que nous avons qui est le silence aujourd'hui. Personne ne nous attend en réalité. Personne n'attend véritablement notre déclaration parce que finalement, elle n'a pas d'impact sur le terrain. Parce que de toute façon, on ne peut pas avoir d'impact. Oui, on n'a pas la possibilité d'influer. Et puis, on a plus à perdre d'avoir une position plutôt que de ne pas en avoir, on va dire, de manière affichée. Vous êtes d'accord avec ça, Seoul Alou? Sans prendre position officielle, nous on analyse objectivement ce qui s'est passé. Tout d'abord, nous dénonçons toute intervention contre un pays souverain, membre des Nations Unies, et que le Maroc, par ses principes au niveau de sa diplomatie officielle, rappelle toujours qu'il est attaché à la légalité internationale, au respect du droit international, non interventions dans les affaires des autres, mais aussi le dialogue pour régler tout conflit dans le monde. Voilà, ce sont des constantes de notre diplomatie officielle, royale en premier, et que le Maroc continue à continuer cette dynamique diplomatique depuis l'arrivée de Sa Majesté Mohamed VI, une diplomatie pragmatique, intelligente, avec bien sûr un Maroc qui est ouvert et qui a des relations avec tout le monde. Bien sûr, nous avons rompu en 2017 nos relations diplomatiques avec l'Iran pour le dossier que vous connaissez du Sahara marocain et de l'intervention de Hezbollah. C'est vrai que ça nous permet de nous intéresser et revenir sur nos relations avec l'Iran, qui ont toujours été tumultueuses. Depuis 1981, il y a eu des ruptures, on va dire, régulières, trois fois, des ruptures diplomatiques. On n'a pas d'ambassadeur en Iran, je pense. Voilà. Non, il a été rappelé. Voilà. Il a été rappelé après la visite de M. Bourita, qui a visité Téhéran avec bien sûr des preuves pour montrer que Hezbollah et l'Iran étaient intervenus à Tindouf pour équiper militairement le Polisario et l'entraîner aussi pour tout ce qui est guerre civile. Et que après avoir présenté tout cela devant les responsables, il a pris notre ambassadeur avec lui dans un avion et il est retourné. Depuis 2017, on n'a pas de relations diplomatiques avec l'Iran. Bien sûr, ces dernières années, on pensait reprendre et relancer le débat sur ces relations diplomatiques, mais jusqu'à présent, pas de choses concrètes, comme on dit. Mais ce qui n'empêche pas d'être du côté du droit international et de condamner une intervention, bien sûr, qui viole le droit international. Quelles que soient les relations, bah oui, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai dit ça au début, d'être objectif et de mettre de côté, puisque la position pro-Polisario de l'Iran nous fait que nous n'avons pas de relations diplomatiques avec l'Iran et c'est tout à fait normal. Dernière question que je pose à vous deux, vraiment.
Alors, je ne vous demande pas d'essayer de prévoir, parce que, à mon avis, personne ne peut prévoir quoi que ce soit, mais si on voyait la big picture, comme on dit, la vraie raison de tout ça, si on regarde un peu plus haut, à quoi vous vous attendez au niveau voilà, de cette région-là, de l'Iran, du Moyen-Orient? Est-ce que c'est fait juste pour, entre guillemets, faire tomber le régime iranien? Est-ce que ce sont la véritable volonté d'Israël avec le soutien des États-Unis? Ou c'est plus grand que ça? C'est une sacrée question. Ouais, mais c'est peut-être ce que vous ressentez. Oui, Après, je dis pas que c'est la vérité vraie. Hein, il y a beaucoup de choses ouais, il y aurait tellement de choses à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un objectif maintenant qui est affiché, qui n'était pas au départ, mais qui est maintenant affiché, de renverser le régime. Il faut savoir qu'effectivement, le régime connaît en fait des vagues de popularité et d'impopularité, oui. et là qui était plutôt dans une tendance plutôt impopulaire. Et donc l'objectif des Israéliens, notamment à travers le Mossad et les services de renseignement, effectivement, c'était de l'affaiblir de l'intérieur. La vérité, c'est qu'on ne renverse pas un régime avec des campagnes de bombardement. Ça, c'est la première des choses. On l'a déjà vécu. Oui, non, mais Irak, Libye, il y a une particularité, Syrie. il y a une particularité iranienne pour ceux qui sont déjà allés en Iran et qui connaissent des Iraniens. C'est-à-dire que l'opposition iranienne, qui est même frontale par rapport au régime, vous dit deux choses. Et ça, c'est une constante, parce que l'opposition iranienne en Iran n'est pas l'opposition iranienne à l'étranger, qui est beaucoup plus radicale et déconnectée. C'est toujours la même chose. Il faut toujours le nuancer. Ceux qui sont... Est-ce qu'elle est structurée, l'opposition en Iran? Non, elle est par définition, elle n'est pas structurée. Ouais. Mais je veux dire, il y a une constante qui est très importante. La première, c'est qu'on veut renverser le régime, mais si la conséquence de renverser le régime, c'est un État failli, comme ce qui se passe en Irak et en Syrie, alors on préfère garder le régime maintenant. Et puis deuxièmement, c'est qu'on veut être à l'initiative de ce renversement de régime. Il faut savoir que les Iraniens, qu'ils soient pour le régime ou qu'ils soient des opposants, sont fermement nationalistes. Et donc cette campagne-là de bombardement, a fortiori de manière flagrante et de manière injuste, Israël ne prétend pas répliquer, elle décrit clairement que c'est une agression de manière unilatérale, fait plutôt front au sein de la société iranienne, comme partout ailleurs. Quand on se sent agressé, on se réfugie tous derrière le drapeau. Après, l'objectif final, ce n'est pas tant un changement de régime, c'est de déstabiliser la structure de l'État. Et ça, c'est très important. Parce que si on fait de la prospective, demain, effectivement, le régime iranien tombe et c'est la démocratisation. Le cœur de la sociologie politique iranienne, vous avez à peu près 20-25% qui est vraiment des opposants purs, et vous avez 20-25% de gens qui sont à fond dans le régime, et puis la moitié qui bascule. Ouais. Et donc, ce que je veux dire, c'est que même dans une projection d'une démocratie parlementaire, le cœur conservateur islamique et la doctrine de la politique étrangère ne changeraient pas de toute manière. Donc l'idée, ce n'est pas tant de changer de régime et d'épargner l'Iran, c'est de détruire l'Iran, comme l'Irak et comme la Syrie. Donc il y a un autre objectif. Oui, l'objectif, c'est de rester la puissance maîtresse au Moyen-Orient. Et il ne faut pas qu'un pays, qu'il soit allié ou ennemi d'Israël sur un horizon de 15 à 20 ans, puisse effectivement challenger Israël sur le plan effectivement économique, stratégique et militaire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, premier point, on voit le Pakistan qui est très en soutien avec les Iraniens, parce qu'ils sont intimement convaincus qu'après les Iraniens, c'est les prochains. Et puis vous avez vu la déclaration du président Erdogan qui dit « Je demande à l'industrie militaire turque, qui est une des meilleures au monde, de commencer un programme balistique », parce qu'on comprend bien que les régimes qui sont un petit peu nuancés ou critiques par rapport à la politique israélienne sont clairement les cibles et de manière agressive de la stratégie israélienne. C'est voilà, Lou, qu'est-ce que vous en pensez? Et 6 jours de guerre ouverte, avec des lignes rouges, bien sûr, et une tension qui ne cesse de s'aggraver d'une heure à une autre. Je peux vous dire que le Moyen-Orient, quand même, joue un rôle très important pour la paix et la sécurité au niveau international. Ça, c'est une donnée très importante. Mais il y a un enjeu géopolitique dans cette région. Étant donné que, comme disait le président Roosevelt, on lui avait posé la question, quel est pour vous le Moyen-Orient? Il avait dit que le Moyen-Orient égale pétrole plus Israël. Donc, ce qui fait que l'enjeu est très important au niveau de l'énergie, mais au niveau, bien sûr, de la présence des États-Unis et des autres aussi grandes puissances. N'oublions pas la Chine, la Russie, sans parler de l'Arabie saoudite, de la Turquie, de l'Égypte, etc., qui jouent aussi un rôle pas très important, mais qui sont là comme facteurs dans un équilibre géopolitique de la région. Est-ce qu'on a aujourd'hui, je vais vous poser la question, je rebondis sur quelque chose. Est-ce que le Moyen-Orient de 2025
c'est le même enjeu pétrolier que le Moyen-Orient de l'époque de Roosevelt. Non, non, du tout, ça n'a absolument Ah rien à non, voir. Je veux dire, il y a eu un ah non, vrai. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, D'accord, donc mais vous êtes toujours d'accord est-il là-dessus. que ça n'a rien à voir, mais toujours est-il que la présence d'Israël dans cette région quand même perturbe cet équilibre géopolitique entre les grandes puissances qui ont des intérêts géostratégiques très importants. La preuve, c'est qu'il y a plus de 65 bases militaires américaines dans cette région. Bien sûr, pour moi, il y a deux scénarios. Le premier, c'est le pire. C'est l'intervention directe des États-Unis pour frapper le cœur de tout ce qui est armes nucléaires. Et seuls les États-Unis ont le pouvoir et la capacité militaire de le faire. C'est ce qui est souhaité par Netanyahou jusqu'à maintenant. Ça, c'est au cas où Trump décide. On attend sa décision, étant donné qu'il y a des négociations au niveau même du Congrès. Certains sont réticents, d'autres sont pour. Mais toujours est-il que toute intervention militaire de ce genre nous rappellera ce qui s'est passé en Irak. Donc il y aura un chaos politique et on ne sait pas qui va dominer la scène politique en Iran. Est-ce qu'il y aura un changement du régime ou bien sûr une autre alternative? Le deuxième scénario pour moi, c'est la solution politique, c'est la négociation. Mais une négociation pour arriver à écarter la menace nucléaire pour les pays du Moyen-Orient, mais aussi pour Israël. Et c'est une ligne rouge pour tout le monde. Mais tout cela doit être concerté, négocié avec la Chine et la Russie. Et sans parler des autres membres du BRICS. Donc la Russie, la Chine sont présents dans la région. Et ils ont intérêt, avec tout ce qui est intérêt énergétique et politique et géostratégique, les États-Unis ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent au Moyen-Orient, même si des négociations reprennent demain ou dans quelques mois, il y aurait toujours une solution concertée pour être en équilibre avec cet enjeu géostratégique dans cette région, et tout le monde veille à ses intérêts, comme on le dit, au niveau des relations internationales. C'est ce que nous espérons. Nous espérons une solution politique et une paix et une stabilité pour le peuple palestinien, mais aussi pour tous les peuples de la région, étant donné que c'est un impact sur toute la sécurité, la stabilité et la paix dont fait le Maroc, bien sûr, et nous souhaitons vraiment la résolution de tout conflit au niveau international par le dialogue, mais aussi par le respect de la légalité internationale, comme le souhaite le Maroc. Qui est mise à mal, et on voit bien que c'est compliqué en ce moment, mais en tout cas, on entend votre appel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est Oulale, je rappelle que vous êtes vice-président de l'Institut marocain des relations internationales. Anas Abdoun, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. On se retrouvera nécessairement pour recommenter un peu cette situation sous d'autres angles. Vous pouvez retrouver cette émission en audio, en podcast sur toutes les plateformes, si vous préférez l'audio aux images. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser vos commentaires, à participer. Et nous, on se retrouve très vite pour un autre Parole d'Expert sur H24. Bye bye.